Saviez-vous que certaines stars d'Hollywood ont échappé à la mort et sont revenues sous les projecteurs? Ce soir, nous plongeons dans 19 évasions à couper le souffle où le destin, la chance et le courage ont gardé les légendes d'Hollywood en vie depuis des bombes qui ont explosé sur le plateau jusqu'aux eaux glaciales qui ont failli emporter une vie. La calamité de la bombe factice de Harold Lloyd, 1919. La séance photo était censée être une blague. Le comédien Harold Lloyd, tout juste sorti de Broadway, tenant une fausse bombe pour une photo publicitaire sur l'ancien terrain de pâté. L'accessoiriste lui a remis ce qui ressemblait à un pamplemousse noir avec une mèche crépitante. Inconnu de tous, c'était une véritable bombe fumigène de la marine laissée après un film d'entraînement. Lloyd a pris une pause à la Chaplin. La mèche a sifflé jusqu'au bout, et la sphère a explosé. L'explosion a arraché son pouce et son index droit, lui a brûlé les cheveux et l'a temporairement aveuglé. Les médecins du studio l'ont transporté rapidement à l'hôpital Good Samaritan, où les chirurgiens ont réalisé des greffes de peau et ajusté un gant en caoutchouc couleur chair, avec une prothèse de pouce articulée. Les actuaires d'assurance de Paramount ont estimé une perte de 250 000 $ si Lloyd ne travaillait plus jamais. Pourtant, 6 mois plus tard, il était de retour, suspendu à une horloge de gratte-ciel dans Safety Last. Le caméraman Walter London a cadré les prises de vue pour cacher la prothèse, et les spectateurs n'ont jamais soupçonné. Le salaire de Lloyd a fini par atteindre 1 500 000 $ par an, preuve qu'une explosion destinée à mettre fin à une carrière a simplement fait exploser le mythe du personnage aux lunettes indestructibles d'Hollywood. Dorothy Gibson survit au Titanic. 1912. Les icebergs de l'Atlantique Nord ne figuraient pas au programme lorsque la jeune vedette du cinéma muet, Dorothy Gibson, et sa mère embarquèrent à bord du RMS Titanic en tant que passagères de première classe le 10 avril 1912. 4 nuits plus tard, le navire trembla à 11h40 du soir. Gibson ressentit l'impact en jouant au bridge dans le café parisien. Elle se précipita sur le pont supérieur, toujours vêtue de sa robe de soirée en soie, et embarqua dans le canot de sauvetage numéro 7, capacité 65, 28 occupants, commandé par le 5e officier Lowe. 2 heures après la disparition du paquebot, Lowe est revenu pour récupérer les nageurs. Gibson, ramant furieusement, a aidé à hisser 3 hommes hors de l'eau à 2 degrés Celsius. En sécurité à New York à bord du Carpathia, elle a télégraphié à Claire Studios. Vivante, histoire incroyable, prête à travailler. En 5 semaines, elle a joué dans Saved from the Titanic, recréant le naufrage dans la robe même qu'elle avait portée cette nuit-là. Le docudrame en une bobine a rapporté 100 000 $ avant que les copies en nitrate ne se détériorent et que la réputation de rescapée de Gibson ne fasse monter son salaire à 400 $ par semaine. Inouï pour une actrice de 22 ans qui venait de défier la plus célèbre catastrophe maritime de l'histoire. Le coup de fouet de la tour d'eau de Buster Keaton, 1924. Le dépôt ferroviaire de l'Oregon, Pacific and Eastern Railroad à Cottage Grove, Oregon sentait le bois mouillé et la fumée de locomotive le 18 juillet 1923, le jour où Buster Keaton décida que les petits dispositifs de pluie du studio ne suffiraient tout simplement pas pour Sherlock Jr. Il engagea des ouvriers locaux pour soulever un réservoir d'eau désaffecté de 5000 gallons sur une passerelle à 20 pieds, au-dessus d'une voie de raccordement. Le gag était simple en théorie. Keaton, perché sur le chasse-pierre d'une locomotive avançant lentement, tirerait une corde, déclenchant accidentellement le levier de déversement. Une nappe d'eau biblique le tremperait, puis filerait entre les rails sans faire de dégâts. Du burlesque de l'ère du cinéma muet à son apogée. La première prise avait l'air incroyable, mais manquait de volume. Seule la moitié de la vanne s'est ouverte. Keaton, perfectionniste comme toujours, ordonna une deuxième tentative, cette fois avec la vanne entièrement ouverte. Le cinéaste Elgin Leslie a filmé à 22 images par seconde. Quand le levier s'est bloqué, le manœuvre Pete Smith l'a dégagé d'un coup de pied. 2000 gallons, environ 8 tonnes, se sont abattus en une seule dalle tonitruante. La force a plaqué Keaton à plat, son cou cognant contre le rail d'acier alors que la locomotive poursuivait sa route. Les membres de l'équipe pensaient qu'il était mort jusqu'à ce qu'il se relève, les yeux vitreux, en murmurant « Imprimez ça ». Il a refusé des soins médicaux, s'est glacé le cou raide avec de l'eau de rivière et a terminé la feuille d'appel de la journée. Ce n'est qu'en 1935, lors d'un examen d'assurance de routine au studio, qu'un technicien en radiographie a remarqué une fracture calcifiée entre les vertèbres cervicales, C1 et C2. La fracture du pendu qui tue souvent instantanément. Les médecins ont dit à Keaton qu'il avait été à quelques millimètres de la mort.
paralysie. Il haussa les épaules. Je suppose que j'ai mal chronométré le rire. La prise a été conservée dans le montage final à 0,2314 du film. Un rappel époustouflant que le grand visage de Pierre a pris plus de risques que le simple flegme pour faire halter le public, et presque ne jamais respirer à nouveau. Jane Froman et le crash de Lisbonne, 1943. Le 22 février 1943, le Pan Am Boeing 314, Yankee Clipper, numéro de queue NC18603, approchait du fleuve Tage à Lisbonne après un vol transatlantique sans incident depuis New York. La chanteuse de cabaret Jane Froman, 33 ans, était en route pour divertir les troupes alliées en Afrique du Nord, assise dans le salon avant, vêtue d'un uniforme sur mesure de WAC. À 13h32 GMT, le capitaine Robert Oliver a commencé la descente. Une rafale soudaine et un altimètre mal lu ont provoqué une montée trop tardive de l'hydravion Massaf. L'extrémité de l'aile droite a frappé la rivière, faisant basculer l'appareil de 82 tonnes dans une glissade étincelante. Sur les 39 hommes à bord, 24, dont le célèbre correspondant de guerre Benjamin Robertson, sont mortes instantanément. Froman fut projeté contre une cloison, sa jambe gauche pulvérisée en 13 endroits, son bras droit déboîté, ses côtes fracturées. Elle flottait dans l'eau teintée de carburant d'aviation jusqu'à ce que le pêcheur portugais João Vasconcelos la tire dans un canot. Des photographies le montrent l'enveloppant dans son propre caban. À l'hôpital de São José, les chirurgiens ont envisagé l'amputation, mais le docteur José Almeida a tenté des greffes osseuses expérimentales en utilisant des bandes corticales de la propre hanche de Froman, une épreuve qui se répéterait 38 fois de plus en 10 ans. Pendant les nuits embrumées de morphine, elle composait des arrangements de chansons sur le papier à lettres de l'hôtel, jurant de se produire à nouveau. En 1952, appuyée sur des béquilles étincelantes de strass, elle a lancé The Jane Froman Show sur ABC. Les audiences Nielsen ont atteint 8 millions. La chanson thème, With a Song in My Heart, est devenue son hymne, et le titre d'un biopic de 1952, dans lequel Susan Hayward faisait du playback sur les propres chansons de Froman. Elle insista pour visiter le site de l'accident à Lisbonne en 1955, déposant une couronne de la part de Pan Am, désormais équipée d'une plaque en laiton lisant « À ce jour qui a tenté de faire taire la musique ». Des broches en acier, et non des arcs de projecteur, la maintenaient debout, mais sa voix s'élevait intacte, un témoignage de volonté cousu aussi méticuleusement que tout costume hollywoodien. L'accident de Montgomery Clift, en pleine nuit, 1956. Il était 1h15 du matin, le 12 mai 1956, lorsque Montgomery Clift a dirigé sa Jaguar XK 120 British Racing Green, loin de la fête dînatoire d'Elizabeth Taylor à Benedict Canyon. Il avait refusé le champagne, mais l'épuisement brouillait la descente sinueuse vers Sunset Boulevard. À un demi-mile en bas, la voiture de sport a dérivé à droite, heurté une boîte aux lettres en granit et ricoché contre un poteau téléphonique à 40 miles par heure. Elizabeth Taylor, conduisant un break derrière lui avec son mari Mike Todd, regarda la Jaguar se froisser comme un accordéon et sauta pieds nus. Taylor atteignit le côté conducteur en premier. Le visage de Clift était couvert de sang, la mâchoire disloquée, 2 dents de devant coincées dans sa gorge, les voies respiratoires gargouillant. Elle utilisa ses doigts manucurés pour retirer les dents, un geste qui lui a ensuite été crédité d'avoir sauvé Clift de l'asphyxie, tandis que Todd arrêtait un automobiliste pour appeler l'hôpital d'urgence de Beverly Hills. Les ambulanciers ont enregistré un pouls de 160 et une pression artérielle de 70/40. La chirurgie a duré 4 heures. Le docteur Frank St. Clair a fixé la mandibule de Clift avec des broches en argent, a réduit une fracture nasale compliquée et a réalisé une greffe du nerf facial. Les assureurs ont estimé les frais médicaux à 24 000 $, ce qui équivaut à 260 000 $ aujourd'hui, et les retards de production pour Raintree County à 500 000 $. 8 semaines plus tard, le directeur de la photographie, Robert Surtees, a repris le tournage, cadrant le profil gauche de Clift sans cicatrice, tandis que la maquilleuse Dottie Ponadel masquait le gonflement du côté droit. L'accident, cependant, a donné naissance à ce que les biographes appellent la seconde carrière de Clift, des performances empreintes d'une vulnérabilité palpable dans Soudain l'été dernier, et Jugement à Nuremberg. Hors écran, les antidouleurs et l'alcool sont devenus des compagnons constants, mais ses amis ont remarqué une nouvelle gravité. Interrogé en 1959 si l'accident l'avait changé, Clift
Clift a répondu. Cela a réarrangé les meubles de mon visage et peut-être les meubles de mon âme. La Jaguar déformée a été vendue à la ferraille. Mais son fantôme était sur le siège passager dans chaque gros plan hanté qui a suivi. La catastrophe à cheval d'Audrey Hepburn. 1959. Le plateau aride près de Durango, au Mexique, ne ressemblait en rien au Kansas. Mais le réalisateur John Huston jurait que le public croirait que c'était le Texas pour son épopée frontalière. The Unforgiven. Le 28 octobre 1959, la feuille de service indiquait simplement « Rachel galope devant la caméra, descend de cheval ». Le cheval, un alezan hongre nerveux surnommé Dice à cause des marques blanches sur son boulet, s'était bien comporté toute la semaine. Mais quand un armurier a tiré à blanc pour vérifier les niveaux sonores, Dice s'est cabré, a donné un coup de pied et a projeté Audrey Hepburn en arrière sur un champ parsemé de roches volcaniques. La co-vedette, Burt Lancaster, a couru en criant pour un médecin, tandis que Houston arrêtait les caméras. À l'hôpital général de Durango, les radiographies ont révélé 3 fractures transversales, T6, T7 et T8, plus une hémorragie utérine qui menaçait la grossesse de 8 semaines de Hepburn. Le médecin du studio, le docteur Ramon Zaragoza, a ordonné une attelle Stricker et un repos au lit absolu. Les comptables de Mirisch Productions ont évalué les pertes potentielles dues à l'arrêt à $500 000, tandis que les assureurs ont envoyé des experts pour photographier la sangle de la selle et le terrain. Hepburn a insisté pour que le tournage reprenne autour d'elle. Huston a réécrit des scènes, de sorte que Rachel s'asseyait sur des chariots ou s'appuyait contre des rampes de Porsche. Après 6 semaines dans un corset rigide en fibre de verre, elle est remontée sur Dice pour terminer le galop qui avait presque mis fin à sa carrière. Tristement, elle fit une fausse couche 2 semaines plus tard en Suisse. Un chagrin qu'elle garda privé, jusqu'à ce que le biographe Barry Paris révèle les notes de l'hôpital des décennies plus tard. Le film a été terminé en mars 1960. Les critiques étaient mitigées, mais la résilience de Hepburn est devenue légendaire dans les studios. 2 ans plus tard, elle déambula sur la 5e avenue dans Breakfast at Tiffany's, décrochant une nomination aux Oscars, prouvant que l'élégance peut fleurir au-delà de vertèbres en rétablissement. Interrogée par le magazine Life sur la chute à Durango, elle sourit. « J'ai appris qu'il faut rester droit, même quand le cheval n'est pas d'accord. » Le sursis de Peel ou face de Kirk Douglas. 1958. Aéroport de Palm Springs. 23 mars 1958. Le publiciste Artie Miller et l'acteur Kirk Douglas ont terminé un match de tennis de charité et se sont précipités vers un Beechcraft Bonanza à 4 places affrétées pour les emmener, avec le producteur Mike Todd, à New York pour une première à Broadway. Les limites de poids ne permettaient qu'à un seul passager de rejoindre Todd et son pilote. Miller tira une pièce de 25 cents. Douglas dit pile. Face brilla au soleil du désert. Miller monta à bord. Douglas fit signe de la main, promettant de prendre le prochain vol commercial. Quelques minutes après le décollage, Todd a contacté la tour de Palm Springs pour signaler une détérioration de la météo. Les contrôleurs ont conseillé de se dérouter vers l'aéroport Lindbergh Field de San Diego. À 20h05, volant à l'aveugle à travers des nuages givrés, le Bonanza est entré dans une spirale fatale et s'est désintégré près des montagnes de Cuyamaca. Tous les 4 à bord ont été tués. Les agences de presse, se basant sur une liste de passagers périmés, ont rapporté que Douglas était parmi les morts. À LAX, il a répondu aux questions stupéfaites des journalistes, puis a appelé sa femme, Anne. « Ce n'était pas mon avion. » Secoué, il acheta une police d'assurance d'1 million de dollars auprès de Lloyd's of London le lendemain matin et annula toutes les futures locations de petits avions. Douglas intitula plus tard son autobiographie de 1988, Le fils du chiffonnier, en consacrant un chapitre entier au lancer de pièces. Chaque page que vous lisez existe grâce à Face, pas Peel. Il a doté la bourse Artie Miller à Palm Springs High en mémoire de son ami et a fait don de 50 000 $ pour améliorer le radar météorologique de l'aéroport. Le National Transportation Safety Board a cité le givrage de la cellule et l'erreur de pilotage, des facteurs que Douglas n'aurait pu prévoir ni a survécu. Pourtant, chaque fois qu'il se rendait sur le plateau, Spartacus étant filmé cet été-là, les membres de l'équipe jetaient un coup d'œil vers le ciel, notant silencieusement que le destin avait déjà épuisé sa balle sur lui. La fièvre du destin d'Elizabeth Taylor. 1958. Le 21 mars 1958, Elizabeth Taylor s'est réveillée dans sa chambre de Benedict Canyon, trempée de sueur, le thermomètre affichant 102 degrés Fahrenheit. Son mari, Mike Todd, fraîchement récompensé par un Oscar pour le tour du monde en 80 jours, l'incita à se joindre à son voyage promotionnel à New York.
New York à bord de son Lockheed Lodestar, Lucky Luz. Le docteur Rex Kennimer a diagnostiqué une grippe, administré de la pénicilline et prescrit du repos au lit. Taylor embrassa Todd avec émotion en lui disant au revoir, promettant de le rejoindre dans 2 jours. À 22h22, en croisière à 10 000 pieds au-dessus de Grants, au Nouveau-Mexique, le Lodestar rencontra un fort givrage. Le déséquilibre de l'hélice a arraché un moteur de son support. L'avion s'est disloqué et s'est écrasé dans les montagnes Zuni, explosant à l'impact. Les 6 personnes à bord, y compris Todd, le copilote Bill Werner, le navigateur Tom Barclay et le journaliste Art Cohn, ont péri. Les agences de presse ont transmis le bulletin à 2h15 du matin. La femme de chambre de Taylor a répondu aux appels de condoléances pendant que l'actrice restait à demi-consciente, fiévreuse et inconsciente. Le responsable de studio Eddie Mannix s'est précipité avec des sédatifs. À l'aube, Taylor a appris la nouvelle par le meilleur ami de Todd, Eddie Fisher, dont elle a mouillé l'épaule de larmes. Elle a gardé l'alliance en platine de Todd sur une chaîne le reste de sa vie et a nommé leur maison à Bel Air, Casa Elizabeth, en son honneur. La tragédie a changé son image publique, passant de sirène aux yeux violets à veuve résiliente, facilitant l'acceptation de sa romance controversée avec Fisher quelques mois plus tard. Dans des interviews, elle a attribué sa survie à « un misérable petit virus », ajoutant « Parfois, le corps sait ce que le cœur ne peut encore accepter ». L'accident de Todd a incité la FAA à renforcer les règlements de dégivrage sur les avions d'affaires, un héritage de pertes qui a commencé avec une lecture de thermomètre qu'aucun publiciste de studio ne pouvait embellir. Howard Hughes et l'inferno du XF-11, 1946. Le crépuscule s'installait sur Beverly Hills le 7 juillet 1946 alors que l'industriel Howard Hughes montait dans le cockpit de son prototype argenté XF-11. Un monoplan de reconnaissance à 2 moteurs propulsé par un Pratt & Whitney R4360S expérimental de 3000 chevaux. Le vol d'essai depuis l'aéroport Hughes de Culver City a commencé sans encombre. Mais après 90 minutes, une fuite hydraulique a privé l'hélice droite de son contrôle de pas. Des témoins ont entendu le moteur s'emballer, crachant de la fumée noire alors que Hughes visait un atterrissage d'urgence sur le fairway du Los Angeles Country Club. Il n'y est jamais parvenu. L'avion estropié a rasé les toits de Roxbury Drive, percutant la maison de Jack Mapp, puis arrachant la façade de la demeure Tudor du dentiste Dr. Charles French. Il a finalement terminé sa course sur la pelouse du 808 Beverly Drive, explosant en un geyser de carburant d'aviation. Le sergent-chef des Marines, William Durkin, en permission à côté, a couru à travers les flammes pour sortir Hughes du cockpit fumant, subissant des brûlures au 2e degré sur ses propres bras. L'hôpital Cedars of Lebanon a admis Hughes avec de multiples fractures de côte, un poumon droit collapsé, des brûlures au 3e degré sur 30% de son torse et une clavicule déplacée. Les chirurgiens ont injecté 50 unités de plasma et administré de la morphine toutes les 3 heures. Les médecins ont prédit la mort sous 48 heures. Hughes les a déjoués, concevant un lit d'hôpital sur mesure avec des poulies suspendues afin que les infirmières puissent le repositionner sans aggraver ses os fracturés. Il insistait pour organiser des réunions d'ingénierie quotidiennes dans sa chambre, dictant des corrections pour le système hydraulique du XF-11. 2 ans plus tard, toujours enveloppé dans des bandages élastiques, il pilota le H-4 Hercule Spruce Goose, d'une envergure de 200 pieds, pour son unique vol d'1 mile, prouvant au moins à lui-même que le ciel restait son domaine. La pale d'hélice carbonisée de 808 Beverly Drive est maintenant suspendue au Smithsonian. Un rappel tordu que même l'homme le plus riche d'Hollywood ne pouvait pas acheter l'immunité contre la gravité, mais seulement l'entêtement de se relever. Bombardier criblé de flaques de Jimmy Stewart, 1944. À 7h25 du matin, le 14 octobre 1944, le lieutenant-colonel James Maitland Stewart prit place dans le siège gauche de Wee Willie, un Consolidated B-24J assigné au 703e escadron, 445e bombardement. Groupe. La cible. Les usines de roulement à billes, Kugelgewerke de Schweinfurt. Vital pour l'effort de guerre allemand. Machine. L'altitude de la formation était de 23 000 pieds. Température extérieure, moins 38 degrés Celsius. 30 minutes avant le point initial, le radar détecta un mur de flaques de 88 mm. À 9h43, un obus a éclaté sous l'aile gauche de Stewart, créant un trou de 60 cm à travers la nervure 17, sectionnant la ligne hydraulique principale,
et aspergeant Flaming J. P1 à travers la nacelle. Le copilote, le major Robert Cardone, a mis au ralenti le moteur numéro 2, tandis que le mitrailleur supérieur, le sergent Harold James, étouffait les étincelles avec du dioxyde de carbone. La radio crépitait de SOS. 13 Liberator du groupe de 47 avions ont été touchés. 5 ont spirale vers le sol en flammes. Stewart a ordonné que les portes de la soute à bombe soient ouvertes manuellement et a largué la charge de 5000 livres à 9h51, réussissant des tirs documentés par des photos d'attaque utilisées plus tard dans un bulletin pictural de l'armée. Avec le liquide hydraulique parti, le train d'atterrissage et les freins étaient hors service. L'équipage a largué tout ce qui n'était pas fixé. 50 cartouches, gilets par éclat. Même le viseur Norden sous ordre de destruction pour alléger l'appareil. Stewart a réduit la vitesse à 145 nœuds, ramenant l'avion endommagé sur 2 moteurs, tandis que le navigateur, le lieutenant Nick Gurkevich, traçait un itinéraire en zigzag pour éviter les boîtes de flaques de cône. 4 heures plus tard, Wee Willie a franchi la côte anglaise à Cromer avec les jauges de carburant presque vides. Stewart a exécuté un atterrissage ventral sans volet sur l'herbe de la zone de dépassement de la RAF Sydenham, des étincelles traînant comme une comète. Le chef d'équipage, le sergent technique Eddie Jost, a compté 187 trous d'éclat dans le fuselage. Miraculeusement, aucun membre d'équipage n'a été grièvement blessé. Pour une bravoure extraordinaire et un sang-froid remarquable en leadership, Stewart reçut la Distinguished Flying Cross, une décoration qu'il ne mentionna jamais lors de ses tournées de presse pour La Vie est belle, classant discrètement son journal de combat parmi les souvenirs de famille. La nuit de Sammy Davis Jr., sur la route 66. 1954. L'horloge indiquait 1h35 du matin, 19 novembre 1954, lorsqu'une Cadillac Eldorado cabriolet vert citron de 1954 rugit vers l'ouest le long des courbes sombres de la route 66 près de Cajon Pass. Au volant se trouvait Sammy Davis Jr., 28 ans, venant de terminer une soirée de 2 spectacles au Frontier Hotel à Las Vegas. Assis à côté, le valet Charlie Head. Une légère pluie rendait l'asphalte glissant. Davis, luttant contre la fatigue, prit un virage descendant à gauche à 55 miles par heure, 10 de plus que la vitesse conseillée. Un semi-remorque Peterbilt en direction du sud a dévié de la ligne centrale, tentant un dépassement illégal. L'aile avant-gauche de la Cadillac a heurté de plein fouet le pare-choc en acier du camion. L'impact a projeté la colonne de direction, non rétractable, dans le visage de Davis, brisant l'os orbitaire gauche, le pont nasal et joue. Head s'en est sorti avec un bras cassé. Davis a trébuché sur l'accotement, couvrant son œil saignant. Un marine en congé, Frank Brewer, a appliqué un garrot arraché de sa chemise, tandis que l'automobiliste Vera Gilpen a fait signe à une voiture de patrouille de l'autoroute. Les registres de l'ambulance indiquent que Davis est arrivé à l'hôpital du comté de San Bernardino avec une tension artérielle de 80 sur 41 pouls de 130. Après une opération de 4 heures, le docteur Frederick Hurl a enlevé l'œil mutilé et a rempli l'orbite. La récupération fut éprouvante. Thérapie de perception de la profondeur avec des sacs de haricots, séance vocale pour maintenir le contrôle de la respiration et appel téléphonique nocturne de Frank Sinatra, insistant « Reviens vite, gamin ». L'oculariste, Dr. Leon Herzeg, a fabriqué une prothèse en verre soufflé à la main brun pour $1 500, assortissant l'œil restant de Davis à la tâche près. 8 semaines plus tard, ayant retiré son cache-œil, il retourna au Frontier, ouvrant avec That Old Black Magic. Les spectateurs ont poussé des exclamations lorsqu'il a tournoyé, atteint le projecteur et plaisanté. Je donnerais mon œil droit pour être ici, mais le gauche s'est porté volontaire. L'accident a également déclenché sa quête spirituelle. Pendant sa convalescence, il a étudié avec le rabbin Max Nussbaum, se convertissant au judaïsme l'année suivante, preuve que même une catastrophe peut orienter une vie vers une lumière inattendue. Collision de train de Doris Day, 1937. Le 13 octobre 1937, la jeune Doris Kappelhoff, âgée de 15 ans et pas encore Day, a pris un lift avec des amis pour une audition de danse à Cincinnati. Leur Ford Tudor de 1936 était au ralenti à un passage à niveau sur Red Bank Road, pensant que le train de marchandises de Pennsylvanie au loin passerait en premier. Un second train de marchandises venant de l'Est, non visible, a traversé à 60 km par heure, percutant le panneau arrière de la berline et la projetant à 20 mètres dans un fossé de drainage. Les secouristes ont dégagé Kappelhoff de l'épave. Les dossiers de l'hôpital de la Miséricorde mentionnent une fracture comminutive du tibia fibula de sa jambe droite, à la fois ouverte et compliquée, ainsi qu'un bassin fracturé.
Les médecins ont prédit une claudication permanente et, mettant fin au rêve de rejoindre la troupe de danse de Barney Rapp. 18 mois de traction, de plâtre corporel et de broches pour réduction fermée des os sont suivis. Pour lutter contre l'ennui, sa mère a acheté une radio Philco. Doris chantait avec Bing Crosby sur I'll Take You Home Again, Kathleen, découvrant une gamme naturelle de 4 octaves. La physiothérapeute, Grace Rain, remarqua sa justesse et suggéra des cours de chant avec le coach Grace Adele. En 1939, encore boitillante mais mobile, Kappelhoff décrocha un engagement de chant à 25 $ par semaine sur WLW Radio, raccourcissant son nom de famille à Day après la chanson Day After Day. La jambe a guéri, bien que des radiographies aient plus tard montré un raccourcissement de demi-pouce. Elle compensait avec des talonnettes sur mesure. En 1945, Sentimental Journey avec les Browns a grimpé à la première place. Vendre 1 million d'exemplaires. Hollywood n'a pas tardé à l'appeler. En 1951, elle était la première attraction féminine du box-office américain, tout en exécutant des numéros de danse chorégraphiés pour dissimuler le membre plus faible. Réfléchissant dans ses mémoires, Day a écrit « Le train a pris ma danse, mais m'a donné ma chanson, chat. Une ironie cruelle. L'accident qui a brisé sa jambe est devenu le sifflet qui a lancé une carrière. Preuve que le destin emprunte parfois les rails en sens inverse. » Van Johnson, accidental de guerre, de 1943. À 8h40 du matin, le 31 mars 1943, la star sous contrat chez MGM, Van Johnson, 26 ans, s'installa au volant de son Buick Roadmaster convertible marron de 1942 pour faire du covoiturage depuis son bungalow de Beverly Grove jusqu'à la scène 27 de Culver City, où Victor Fleming tournait A Guy Named Joe. La pluie rendait le boulevard Venice glissant. Un mécanicien de la marine dans un coupé Studebaker grilla le feu rouge à l'avenue Overland et percuta le côté conducteur de Johnson à 64 km/h. La Buick a tourné, a heurté une bouche d'incendie et s'est arrêtée contre un poteau de tramway. Les dossiers des urgences du Cedars of Lebanon ont enregistré une fracture linéaire du crâne au niveau de l'os pariétal gauche, une pommette cassée, un nez fracturé et des lacérations faciales nécessitant 60 points de suture. Le neurochirurgien, Dr. Howard St. Clair, a inséré une plaque métallique de 5 cm pour renforcer le crâne. L'assurance de Johnson a couvert la chirurgie de 3 800 $. La production a été interrompue pendant 17 jours, perdant 100 000 $ par jour en salaire de l'équipe et en location de maquettes de B-24. Le patron du studio, Louis B. Mayer, a proposé de recaster le rôle avec Douglas Fairbanks Jr., mais le réalisateur Victor Fleming a insisté. Le gamin a l'air d'avoir fait la guerre, le personnage aussi. Le chef maquilleur Jack Dawn a mélangé de la cire Derma sur les cicatrices récentes. Le directeur de la photographie Harold Rawson a préféré une lumière clé ombragée, transformant la douceur du garçon d'à côté en une gravité éprouvée par le combat. Lorsque le film a été présenté en première en décembre, les sondages des magazines de fans ont couronné Johnson idéal pour un GI. Des lettres louant la coupure authentique au-dessus de son sourcil, sans savoir que c'était une vraie ligne de suture. Le département de la guerre a projeté le film sur les bases du Pacifique. Les soldats pensaient que Johnson avait combattu, bien que ses pieds plats l'aient maintenu en catégorie 4F. La publicité de MGM n'a jamais mentionné l'accident, mais Johnson a discrètement payé l'amende de 600 $ du mécanicien de la marine et lui a envoyé des billets de théâtre. La Buick, totalement détruite, a été mise au rebut pour les collectes de métal de guerre. Outillé comme son chrome tordu a contribué à forger l'image même d'un idole de cinéma qui avait l'air d'avoir déjà effectué une mission ou deux. La tragédie de la montagne de Jackie Coogan, 1935. 4 mai 1935, le crépuscule tombant sur les montagnes Cuyamaca, l'ancien enfant star Jackie Coogan, 20 ans, était assis à côté de son père dans sa Ford Model A Roadster décapotable après un week-end de chasse à la colombe. À leur côté se trouvait son père, John Sawyer, sa belle-mère Lillian, le contremaître de ranch Charles Jones et l'acteur Junior Durkin. Un pneu avant, éclaté sur le tronçon sinueux de l'ancienne route 80 près de Pine Valley, a envoyé la voiture dévaler à travers une glissière de sécurité, chutant de 300 pieds dans un ravin jonché de rochers. Coogan fut catapulté et atterrit dans le chaparral. Les autres moururent sur le coup. Des travailleurs du Civilian Conservation Corps entendirent l'accident et descendirent en rappel. Trouvant Coogan à moitié conscient, avec une fracture ouverte du tibia gauche, des lacérations du cuir chevelu et des contusions aux côtes. Il a été hissé sur une civière en toile, puis conduit à 72 km à l'hôpital Mercy.
où les médecins ont posé une broche intramédulaire, expérimentale à l'époque. Les journaux titraient en gros « Enfant vedette seul survivant », en première page. Hollywood s'arrêtait dans un deuil collectif. Pendant sa convalescence, Coogan a appris que les 4 millions de dollars qu'il avait gagnés grâce à The Kid et d'autres succès avaient été dépensés par sa mère et son beau-père en immobilier et voitures de luxe. L'indignation suscitée par l'accident et la spoliation de sa fiducie a galvanisé l'opinion publique. Coogan a témoigné devant la législature de Californie, la jambe toujours en attelle, exhortant à l'adoption du projet de loi de l'Assemblée 505, la loi Coogan sur les jeunes acteurs. Signée en 1939, elle exigeait que 15% des revenus d'un mineur soient mis de côté dans un fonds bloqué. Coogan est revenu à l'écran dans des rôles de personnages, et des décennies plus tard comme Oncle Fester dans La famille Adams. Mais l'ombre du ravin montagnard planait sur chaque interview. La catastrophe personnelle avait donné naissance à une réforme de l'industrie. Preuve que parfois, l'héritage le plus durable d'Hollywood est écrit non pas en lumière, mais en loi. La frayeur du chauffe-eau à gaz de Marilyn Monroe, 1954. Tôt le 3 février 1954, à peine 2 semaines après être revenu de sa tournée de lune de miel USO au Japon et en Corée, Marilyn Monroe se prélassait dans son appartement de Sutton Place, 444 East 57e rue, unité 2E. Dehors, une tempête du nord-est paralysait Manhattan. À l'intérieur, la veilleuse de son chauffage à gaz mural vacillait. À 10h05 du matin, le photographe Milton Green est arrivé pour une séance de test de vie et a trouvé Monroe allongé sur une chaise longue, les lèvres cyanosées, respirant faiblement. Il a ouvert les fenêtres à la française, a composé FDNY Ladder 16. Les pompiers ont enregistré des niveaux de monoxyde de carbone dépassant 1200 parties par million. Fatal en quelques heures. L'admission à l'hôpital Bellevue a noté une carboxyhémoglobine à 18%, limite toxique. Monroe a repris connaissance après une oxygénothérapie, plaisantant. « J'ai toujours voulu teindre mes cheveux en platine, pas mes poumons. » Le gardien de l'immeuble, Gus Valenti, a découvert plus tard qu'un thermocouple défectueux de $12 avait éteint la veilleuse, laissant le gaz brut inonder l'unité. DiMaggio, sur la côte ouest, a pris le vol de nuit. Le publiciste du studio, Harry Brand, a empêché l'incident d'apparaître dans les chroniques de Potin en qualifiant la visite à l'hôpital d'épuisement dû à la grippe. Monroe a déménagé au Waldorf Towers, suite 2728, pendant que Sutton Place subissait des améliorations de ventilation et un nouveau système électrique à ses frais, $1 850. Les plannings de production pour There's No Business, comme Show Business, ajustés de 3 jours. Les comptables de Fox ont classé le retard sous les contingences météorologiques. La quasi-catastrophe est restée enfouie jusqu'en 1987, lorsque le chercheur Anthony Summers a découvert des journaux de Bellevue et des fichiers de la liberté d'information, déclenchant des biographies spéculatives. Pourtant, Monroe elle-même n'a jamais mentionné la frayeur. Les journaux intimes de ce mois ne mentionnent que des fenêtres pleines de courants d'air. Dans une ville alimentée par la chaleur de la vapeur et les secrets, la plus brillante étoile de Hollywood avait presque disparu à cause d'une valve de la taille d'un centime. Un autre rappel que le glamour dépend parfois des mécanismes invisibles bourdonnant ou sifflant juste hors champ. Carole Lombard et son accident à Laurel Canyon, 1937. 5 ans avant l'accident d'avion qui a coûté la vie, Carole Lombard a survécu à un dérapage à grande vitesse sur Laurel Canyon Boulevard. De retour du Trocadéro dans une Packard décapotable, elle a perdu de l'adhérence sur le pavé mouillé, a dérapé contre un poteau téléphonique et s'est fêlé une côte. Son attaché de presse a eu un bras cassé. Lombard, toujours courageuse, plaisanta avec les journalistes. « Le poteau s'en est mieux sorti que moi. » La quasi-collision a à peine ralenti son élan burlesque, mais elle a ajouté une sombre présage à sa légende. L'électrochoc de Rita Hayworth, 1943. Le Stage 8 de Columbia sentait la sueur et la peinture fraîche le 12 août 1943, alors que le chorégraphe Jack Cole faisait répéter les lignes de chœur pour Cover, Fille. Pendant une pause, le directeur musical Maurice Stoloff fit signe à la star Rita Hayworth de donner le signal à l'orchestre de 30 musiciens pour les notes de tempo. Elle se précipita vers le pied de microphone chromé le plus proche, sans savoir qu'un fil de mise à la terre effiloché était exposé sous le podium. Dès que sa paume enveloppa le montant, 110 volts lui traversèrent le bras, bloquant ses muscles et la figeant sur place. Le machiniste Shorty Peterson tira sur le câble d'alimentation. Hayworth s'effondra.
les yeux vitreux, le pouls palpitant à 48 battements par minute. Le médecin du studio, Dr. Carl Wallace, a injecté 10 mg de morphine pour le choc et a emballé sa main droite cloquée dans une gaze d'halo. Le chef de production, Harry Cohn, a arrêté le tournage, coûtant 30 000 $ par jour pour l'équipe au repos et la location du matériel de caméra. Les électriciens ont tracé la panne jusqu'à un boîtier de jonction mal câblé, en installant de nouvelles liaisons terre en cuivre selon le code de sécurité mis à jour de l'IATSE. Après 3 jours de repos, Hayworth est revenu en portant un gant en soie couleur chair pour masquer la brûlure. Dans les gros plans, voir le redatage 1 h 4 minutes 17 secondes. Elle garde cette main cachée derrière l'épaule de Gene Kelly. La publicité a présenté l'incident comme une fatigue, mais les mémos de la paix montrent une prime de risque de 250 $ créditée au compte de Hayworth. La seule marque permanente, une cicatrice d'1 demi-pouce à la base de son pouce, qu'elle plaisantait être « mon petit éclair ». Pour les soldats qui scotchaient ces photos dans les casiers des baraquements, la déesse restait parfaite, ne révélant jamais à quel point elle avait failli être littéralement électrisante. La dérapage de Grace Kelly sur le flanc de la falaise, 1956. En fin d'après-midi, le soleil dorait la Grande Corniche, au-dessus de Monaco le 14 juin 1956, lorsque la princesse fraîchement couronnée, Grace Kelly, décida de montrer à son mari, le prince Rainier, la route côtière qu'elle avait parcourue en repérant les lieux de tournage de la main, au collet. Elle a doucement dirigé sa Sunbeam Alpine Crème dans un virage en épingle descendant près d'Aisy, inconsciente qu'un camion de maintenance avait perdu des graviers quelques heures plus tôt. À mi-courbe, les roues arrière ont perdu de l'adhérence. La voiture a fait une embardée, le pare-choc arrière frôlant un parapet de pierre en décomposition, protégeant d'une chute de 300 pieds vers la Méditerranée. Les instincts perfectionnés sur les scènes de poursuite d'Hollywood s'activèrent. Embrayage débrayé, contre-braquage délicat, freinage léger. L'Alpine fit une embardée, heurta la barrière de sécurité, puis s'arrêta à quelques centimètres du vide. Rainier, les jointures blanches, ordonna une escorte de sécurité pour retourner au palais. Le ministre des Travaux publics de Monaco reçut des instructions le lendemain matin. Installer des barrières. Armco continue le long de tous les virages aveugles au sein de la principauté. Une dépense enregistrée à 3,2 millions de francs. Le bureau de presse du palais a minimisé l'incident comme un léger problème de frein, mais le pêcheur témoin, Lucien Blanc, a déclaré à Le Matin qu'il avait vu la voiture danser au bar comme un ballet. L'incident s'est dissipé, mais des amis ont remarqué que Kelly ne conduisait plus que des limousines avec chauffeur par la suite. 6 ans plus tard, Alfred Hitchcock l'a taquiné. Gracie, même tes détours ont du suspense. La tragédie reviendrait sur les mêmes falaises en 1982. Mais en 1956, la princesse de conte de fées prouvait qu'elle savait encore manier un volant, même si Rainier préférait silencieusement qu'elle ne le fasse pas. Anne Dvorak et le Blitz, 1941. La vedette du film noir, Anne Dvorak, est arrivée au Savoy Hotel de Londres le 8 septembre 1941, déterminée à entendre de vraies bombes avant de jouer des héroïnes de guerre. Elle a demandé une suite avec vue sur la Tamise, mais une erreur de réservation l'a placée dans une chambre donnant sur la cour. Agacée, elle a quand même déballé ses affaires et a rejoint des amis au bar de l'hôtel. À 11h18 du soir, les sirènes de raid aérien ont hurlé. Les clients sont descendus dans la salle de bal en sous-sol renforcé, tandis que les 111 de la Luftwaffe vrombissaient au-dessus. Quelques minutes plus tard, une bombe à haut pouvoir explosif de 500 kg a traversé le toit et a explosé dans la suite avec vue sur la rivière que Dvorak avait initialement réservée. L'explosion a éventré 4 étages, projeté des éclats de verre colorés dans le Strand et tué 5 clients, dont le dramaturge américain Vincent Sheehan. Dans l'abri, la poussière tombait du plafond, tandis qu'une Dvorak secouée servait du thé à un couple âgé, les calmant avec des potins d'Hollywood jusqu'au signal de fin d'alerte, à 2 heures du matin. À l'aube, elle monta le grand escalier, désormais ouvert au ciel, et fixa le cratère fumant où ses bagages auraient pu se trouver. Les journaux ont compté 200 morts dans toute la ville lors du raid de cette nuit-là. La survie du Savoy est devenue un symbole de la ténacité britannique. Dvorak télégraphia à son studio. En sécurité mais secouée. Demande passage pour rentrer. Elle monta à bord du prochain Pan Am Clipper pour New York, avec seulement une robe de soirée tachée de suie et une promesse de ne plus jamais se plaindre des chambres d'hôtel. De retour à Hollywood, elle rejoignit discrètement le Red Cross War Fund Tour, son expérience échappée de peu alimentant chaque discours sur le courage civil sous le feu.